existant. C'est pour ça qu'on a décidé avec Victor d'organiser cette conférence, justement parce que le fait que ce soit encore très peu développé, c'est un potentiel énorme pour vous dans cette activité et dans ce pays, ainsi que dans les pays plus que pays d'Afrique centrale, comme le disait si bien Victor. Alors, on va attaquer cette conférence avec trois parties principales. D'abord, qu'est-ce que c'est la domotique et qu'est-ce que ça vous permet de faire, en quoi ça améliore le quotidien des gens, quelle que soit leur catégorie d'ailleurs. On verra ensuite comment un projet domotique doit être mené pour que ce soit fait correctement, au même titre que n'importe quel métier. C'est un métier qui exige un certain nombre de compétences. Vous verrez que les compétences sont diverses et variées, parce qu'on touche à un certain nombre de lots dans le bâtiment. Et du coup, il faut maîtriser techniquement un certain nombre de points pour y arriver. Bon, on va pas faire c'est pas le but de la conférence, on va pas faire de mémo technique sur comment on installe, qu'est-ce qu'on fait, etc. C'est juste une introduction au sujet. On verra ensuite quels sont les outils pour vous former si vous êtes intéressé par ce domaine. Et ensuite, à la fin, on parlera, on échangera avec ceux qui ont des questions, qui en auront certainement sur le contenu de la formation. Donc, si vous avez des questions, pas de la formation, pardon. J'ai tellement l'habitude de parler formation, du coup, je me mélange les pinceaux. Donc, si vous avez des questions durant la conférence, notez-les et on y répondra ensuite à la fin. Donc, avant toute chose, on va commencer par définir ce que c'est que ce terme de domotique, avant même de s'intéresser au pourquoi il faut qu'on s'y intéresse. La domotique, vous avez plusieurs synonymes qui veulent dire plus ou moins la même chose. Domotique, smart home, smart building, maison connectée, home automation pour les anglophones. C'est exactement la même chose. C'est, pour donner une définition simple, le fait de faire communiquer les différentes parties électriques que vous pouvez avoir dans une maison et qui vont permettre d'améliorer le confort, la sécurité et d'apporter des économies d'énergie aux utilisateurs. Donc on va en parler un petit peu plus profondément. Avec d'abord ce premier grand thème, pourquoi s'intéresser à la domotique au smart building? La première raison, c'est l'efficacité énergétique. C'est un thème qui est très important. On met l'accent là-dessus de plus en plus parce que, à l'heure actuelle, faire un bâtiment qui soit efficace énergétiquement sans inclure de la technologie dedans, c'est pas possible. Voilà, soyons bien clairs. Même si vous avez un bâtiment qui, architecturalement parlant, est parfait, avec une étanchéité à l'air qui est parfaite aussi, si vous avez dedans des utilisateurs qui n'ont pas un comportement responsable, comme c'est tout le temps le cas, vous aurez forcément des pertes d'énergie. Un exemple très simple. Prenez le cas d'un hôtel. Dans un hôtel, vous avez des déperditions énergétiques qui sont énormes, simplement parce que les gens ne savent pas fermer les fenêtres quand ils mettent la clim ou quand ils mettent le chauffage dans des pays froids. Rien que ça, les factures énergétiques sont énormes. Donc, le simple fait de pouvoir couper la clim quand vous ouvrez la fenêtre, c'est un truc tout simple qui permet des économies d'énergie énormes. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a ici, on ne voit pas, peut-être pas très bien, 5 domaines principaux dans lesquels on peut apporter notre performance énergétique avec la domotique. D'abord, la régulation thermique. Il y a encore beaucoup trop de bâtiments dans lesquels la régulation thermique se fait de manière pas assez précise. Avec la domotique, on fait une régulation qu'on appelle une régulation par pièce.
Donc la régulation par pièce, ça veut dire mesurer une température dans une pièce. C'est sur la base de cette température que vous allez réguler la température de cette pièce, et non pas la température de la totalité de bâtiment. Ça veut dire aussi ne pas régler des températures des consignes qui soient trop, et trop d'écart avec la température extérieure. Pour vous donner un exemple, on admet régulièrement que 1 degré en moins, c'est 7 à 8% d'économie d'énergie. Donc vous imaginez ce que ça fait quand vous avez 2-3 degrés en moins ou en plus en fonction de si on est en clim ou en chauffage. Je vais m'efforcer de parler clim avec vous, parce que je sais que le chauffage, ça ne vous intéresse pas trop. Bon, peut-être que c'est un chauffage qui reviendra dans mon discours régulièrement, c'est la fumée. Donc, régulation thermique liée au chauffage, donc la climatisation en ce qui vous concerne. En faisant une régulation précise de ces éléments, on arrive à avoir des économies d'énergie qui sont significatives. Le contrôle des occupants, ça c'est aussi un domaine qui peut vous intéresser fortement, parce que vous êtes dans un pays qui est ensoleillé. Le fait de pouvoir contrôler les occupants, ça veut dire que vous allez pouvoir contrôler les fermetures de vos prises soleil, de vos stores, etc., en fonction de l'apport de soleil que vous avez de l'extérieur. Donc si vous avez trop de chaleur qui rentre de l'extérieur, le fait d'automatiser ces occupants va vous permettre de réduire la température qui rentre directement, et donc de réduire aussi les besoins de climatisation. Éclairage. L'éclairage, c'est aussi un domaine où il y a beaucoup à faire. Alors, certes, maintenant, on a la LED qui nous permet de réduire significativement la consommation énergétique, mais ça n'empêche pas. Vous avez aussi des éclairages publics qui sont bien souvent gérés un petit peu n'importe comment. Et la LED ne fait pas tout. Si vous avez des bâtiments de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés qui sont coupés en LED mais qui ne sont jamais éteints, vous aurez quand même des pertes d'énergie, même si c'est de la LED. Donc, d'où l'intérêt d'automatiser cette partie-là aussi. Contrôle de la ventilation. La ventilation, bien souvent, elle est gérée de manière à ce que on régule, on donne un certain niveau de ventilation et on n'en bouge plus. Le problème, c'est que là aussi, vous avez du coût de consommation qui n'est pas adapté. Là, on est dans une salle où vous avez 200 places assises, si je me souviens bien. La ventilation ne doit pas fonctionner de la même manière si vous avez 50 personnes dans la salle ou si vous en avez 200. Il faudra l'ajuster en fonction du taux d'humidité, en fonction du taux de CO2, etc. Et la ventilation, si elle s'ajuste forcément, elle consommera moins CO2. Donc ça, c'est quelques-uns des éléments. Il y a d'autres éléments, n'apparaissent pas ici, qui concernent par exemple la consommation d'eau. Comment réduire la consommation d'eau? Il y a des systèmes qui permettent notamment de récupérer les eaux de pluie et de pouvoir réinjecter cette eau de pluie dans tout ce qui est eau chaude, non pas eau chaude, bien pardon, les eaux pour le lave-linge, etc. Voilà. Je veux aussi. Il y a tout ce qui concerne également l'arrosage automatique. Bon, je ne sais pas trop comment ça se passe au Cameroun pour l'arrosage automatique. Moi, je sais que dans ma région, l'été, quand il fait chaud, on a de l'arrosage automatique dans les ronds-points, là où vous mettez des fleurs, etc. C'est joli. Le seul problème, c'est que si vous avez de la pluie avant, l'arrosage automatique se met quand même en haut. Ce qui fait qu'en fait, l'eau, le sol est gorgé d'eau, et tout l'arrosage que vous mettez en place, ça s'évacue parce qu'il y a déjà trop d'eau. Donc la chose intelligente à faire, c'est quoi? C'est d'arroser en fonction du taux d'humidité dont ont besoin vos plantes. Et là, vous donnerez uniquement la quantité d'eau qu'on vient. Voilà, c'est deux petits exemples juste pour vous donner une idée. On peut très bien imaginer, par exemple, dans des lieux publics, vous faites l'arrivée d'eau quand personne n'est détecté dans la pièce. Ça évite aussi des fuites. Si une fuite d'eau est détectée dans un local, à ce moment-là, vous coupez la vanne larineuse. Ça vous évitera non seulement de perdre beaucoup d'eau, mais en plus d'avoir des dégâts en
en raison des inondations. Donc voilà pour ce premier point sur la partie efficacité énergétique. Dites-vous que là, je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas le but, parce que sinon on va passer lors de la conférence de rien sur ce thème-là. Je vais passer au suivant. Le deuxième intérêt de la domotique et du smart building, c'est d'apporter du confort aux utilisateurs. Et ça, c'est également un point très important que beaucoup de domoticiens n'ont pas encore compris d'ailleurs. Je vous ai mis un exemple ici. D'un côté, vous avez une installation traditionnelle. Voilà, je veux centraliser toutes mes commandes. Ben, je suis obligé de faire un pavé comme ça pour pouvoir éteindre les éclairages, fermer les rideaux, etc. Alors, inutile de vous dire que là, l'utilisateur, rien pour se souvenir quel bouton actionne quoi, il lui faut un an pour mémoriser. Avec la domotique, on va simplifier les choses dans la mesure où, avec un simple bouton, on peut générer l'ensemble des actions qui étaient sur la photo de gauche avec une seule touche. Donc, du coup, vous partez de chez vous, vous appuyez sur la touche, il y a tout qui se fait, vous n'avez plus besoin de penser à rien. Donc c'est un vrai confort pour les utilisateurs. Ça vous évite aussi d'oublier par exemple que vous n'avez pas mis l'alarme. Ah, mince, comment faire vous avez appuyé sur le bouton, en appuyant sur le bouton, vous avez aussi activé l'alarme. Vous n'avez plus besoin d'y penser. Troisième intérêt, la partie design esthétique. Souvent, les clients qui veulent ce genre d'installation ont un réel souci de design. Ce qui fait que quand on leur propose ce genre de choses, automatiquement, ils n'aiment pas trop. Ce qu'on va plutôt faire, c'est rassembler l'ensemble de ces éléments sur un seul écran. Vous voyez que esthétiquement, ça n'a rien à voir. On gère la même quantité de choses que sur l'écran précédent, voire plus. On va y revenir tout à l'heure quand on verra la partie des interfaces utilisateurs qui permet de contrôler l'ensemble de l'installation. Là, c'était juste pour vous donner une idée sur le côté esthétique de la chose. Quatrième intérêt du système, c'est le multimédia. Alors, c'est pas à mon sens le plus important dans l'installation domotique, c'est vraiment le côté public de la chose, et c'est pour les clients qui ont envie de se faire plaisir. L'idée, c'est d'avoir d'un côté la partie diffusion sonore. Vous pouvez diffuser de la musique facilement dans toutes les pièces de la maison, sauf que ce soit la radio, que ce soit la musique que vous voulez. Mais vos enfants peuvent écouter ce qu'ils veulent dans leur chambre, vous pouvez écouter ce que vous voulez dans votre salon, dans le jardin, pourquoi pas, peu importe. Chacun écoute ce qu'il veut. Vous pouvez faire un mode, ce qu'on appelle un mode partie, un mode fête, qui vous permet de diffuser la même musique partout, pour recevoir des invités ou je ne sais quoi. On verra après que ça peut avoir une importance, enfin, ça peut avoir une importance, mais un rôle aussi dans la sécurité. Je vous donnerai un exemple. La photo de droite, c'est pour les clients un petit peu plus fortunés, on va dire, c'est pour les clients qui ont envie de faire une salle de cinéma privée à la maison. Et je vais passer rapidement sur le sujet, c'est vraiment, ça c'est côté public, c'est pour des passionnés. Sachez que ça se fait. La partie sécurité. Là, on rentre dans un domaine qui est important. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont peur. Même chez eux, ils essaient de barricader parce qu'ils ont peur de potentiellement des gens qui pourraient rentrer et les agresser. Et c'est de plus en plus. Voilà. Il y a encore quelques années, j'étais très peu sollicité sur la partie de sécurité. Là, depuis 2-3 ans, tous les clients demandent qu'on leur installe de l'alarme, de la vidéosurveillance, etc. Pourtant, j'habite dans une région, la Corse, qui est au sud de la France, pour ceux qui connaissent, où on n'a pas forcément une insécurité énorme, mais même dans ces régions-là, les gens ont peur. Alors, inutile de vous dire, quand on parle de Paris et sa région, c'est même plus de la peur, c'est quasiment de la paranoïa.
Bref, donc sur la partie sécurité, on va pouvoir intégrer le système d'alarme à la domotique. Vous allez me dire pourquoi faire. Pour notamment, ce que je vous expliquer tout à l'heure, pouvoir générer à partir d'un bouton la fermeture des éclairages, la baisse de la température de consigne et également la mise en route de l'alarme. Vous pouvez tout faire sans problème. Il y a un autre intérêt, c'est que c'est pour sauver une alerte. Par exemple, vous avez mis un détecteur de présence dans le jardin. Ce détecteur, à un moment où il détecte quelqu'un, va mettre en place une série d'actions, parce qu'il est lié à la domotique. Donc, là, vous avez une intrusion dans le jardin, par prévention, fermez plus occultant. Ça peut être une première chose. Une deuxième chose, et là, je reviens à la partie du Télégram que vous avant. Vous avez un rôdeur dans la maison. Vous pouvez très bien dire, quand il y a un rôdeur qui rentre, de faire en sorte de diffuser sur les enceintes ou sur le jardin les avoirs anciens. Il y a de fortes chances que le rôdeur déclérisse rapidement. Vous pouvez également simuler une présence. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant dans la mesure pour faire croire qu'il y a quelqu'un dans la maison, vous faites comme s'il y avait quelqu'un. C'est-à-dire que le système domotique se charge de faire en sorte que, à certaines heures, vous avez des lumières qui s'allument, des volets qui s'ouvrent, de la musique qui passe dans les pièces, etc., etc. Comme si vous étiez chez vous, mais vous n'y êtes pas. La partie sécurité inclut bien évidemment la vidéosurveillance, ça fait partie, c'est une évidence à l'heure actuelle, on ne parle plus sécurité sans vidéosurveillance. Alors je ne vais pas rentrer dans le côté technique, mais bon, on ne pourrait intégrer qu'une certaine catégorie de caméras, qui sont les caméras IP. Le reste, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ça s'intègre. L'idée, c'est d'avoir vraiment également des remontées d'événements sur les caméras. Donc si les caméras sont dotées de détecteurs de mouvement, vous pouvez également remonter cette info sur la domotique pour mettre en place une série d'actions que vous voulez. Enfin, il y a tout ce que j'appelle la partie sécurité technique. La sécurité technique, c'est quoi? C'est détecter que vous avez une fuite d'eau, une fuite de gaz, et mettre en place les actions qui vont bien derrière. Fuite d'eau, je coupe la vanne et je limite les dégâts. La sécurité technique, c'est aussi, voilà, j'y viens, avoir des remontées d'infos quand vous avez par exemple un disjoncteur qui tombe. J'ai le cas par exemple dans un hôtel où à chaque fois qu'il y a un disjoncteur qui tombe, on reçoit une notification parce que potentiellement vous avez un problème quelque part. Ce qui vous permet de faire intervenir une équipe technique avant même que les utilisateurs se soient rendus compte qu'il y a un problème. Un autre point sur la partie sécurité, c'est la sécurité du système domotique lui-même que vous installez. C'est bien de sécuriser tout ce qui est autour, mais si le système lui-même il peut être piraté, ça n'a aucun intérêt. Alors, je vous laisse imaginer les dégâts si vous avez intégré tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et que votre système il se fait pirater. C'est pas une vue d'esprit, ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu dans un hôtel en Chine, notamment, j'ai eu cette information. Un gars avait réussi à se connecter au système et après il avait fait joujou avec toutes les lumières de l'hôtel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système que vous avez installé, il y a une importance capitale qui soit sécurisé. Ça veut dire ne pas choisir n'importe quoi. On y reviendra tout à l'heure, mais gardez bien ça présent à l'esprit. Le système que vous utilisez doit être sécurisé. Encore un domaine particulièrement intéressant. Le handicap, le maintien à domicile, ça va concerner les personnes handicapées, bien évidemment. Ça va concerner également les personnes âgées. Les personnes âgées, on a l'habitude, en France, en Europe, quand les parents prennent de l'âge, de dire bon, on les met en maison de retraite parce que ils nous encombrent, on n'en veut pas. Bon,
c'est pas forcément la meilleure méthode, et en plus, nos parents âgés, ils ont peut-être pas envie d'être dans des maisons de retraite. Ce qu'ils ont envie, c'est de vieillir chez eux tranquillement. Donc, l'idée de la domotique dans ce domaine, c'est de les accompagner au fur et à mesure qu'ils vieillissent dans leur habitat, et de leur apporter des solutions pour leur faciliter la vie. Des solutions en termes de confort, en leur créant des balisages lumineux pour que quand ils se lèvent la nuit, ils voient où ils vont, en mettant en place une certaine sécurité pour que si jamais les personnes âgées tombent, elles puissent avertir. Donc ça se fait souvent avec des colliers sur lesquels vous avez des boutons poussoirs qui permettent d'alerter les secours. Ça permet aussi de faire en sorte que si la personne est tombée, n'a pas pu alerter les secours et que pendant X minutes, elle est toujours par terre, le système doit être à même de le détecter aussi pour, de lui-même, demander une intervention des secours. Ça permet de sauver la vie des personnes. Dans le handicap, il y a également un certain nombre de choses qui permettent de faciliter la vie des gens, notamment le contrôle de tout ce qui est lit, les chaises roulantes, leur donner des interfaces tactiles pour pouvoir actionner les différents éléments dans la maison, et du coup, beaucoup leur faciliter la vie. J'avais un client comme ça qui était en chaise roulante, et lui m'avait demandé de lui intégrer sur son interface tout ce qui était le contrôle des portes de la maison. Parce que vous imaginez bien que si à chaque fois que quelqu'un sonne, il est obligé d'aller avec son fauteuil roulant ouvrir, il n'en sort plus. Donc l'idée c'était ça, c'était simplement le pilotage des gages pour l'ouverture des portes de la maison. Donc là aussi c'est un sujet important. C'est un sujet important mais sur lequel il faut faire attention parce que le système qui va être installé va influer sur la vie des personnes en bien ou en mal. C'est-à-dire que si le système que vous installez n'est pas assez fiable et que pour une raison ou une autre il y a un accident et que le système n'a pas fait son boulot, c'est vous qui pouvez être tenu pour responsable s'il y a un décès de la personne. Donc il y a un intérêt de le faire pour faciliter la vie des gens, mais il faut faire ça de manière correcte et très professionnelle. Le septième intérêt, de la domotique du smart building, c'est que c'est un marché en forte croissance. Alors c'est en forte croissance dans tous les pays du monde. Voilà, soyons clairs. Les Chinois s'y sont mis depuis quelques années et ils ont le vent en poupe. Les Américains, bon, si vous les écoutez, ils sont les inventeurs du système. L'Europe aussi, beaucoup. L'Afrique du Nord commence à se développer depuis quelques années sur tout ce qui est technologie innovante également. Et voilà, c'est en train de descendre aussi vers vous. Donc là, vous êtes en première ligne. C'est un marché qui est inexistant au Cameroun et en Afrique centrale d'une manière générale. Donc comme je vous le disais en introduction, c'est une opportunité qui est énorme pour vous, dans la mesure où il y a tout à faire. Alors, il y a tout à faire, ça ne veut pas dire que c'est tout rose non plus. Ça veut dire qu'il va falloir aller parler aux gens, leur expliquer ce que c'est, les convaincre que ça a un vrai intérêt pour eux. Et ça peut prendre du temps. Moi, je l'ai connu il y a 15 ans quand j'ai commencé. Dans mon deal, c'était pas évident. Parce que quand vous parlez de domotique, les gens vous regardaient avec des grands yeux. Ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Et je vous rassure, même en France à l'heure actuelle, où c'est censé être développé, quand vous parlez de domotique à certaines personnes, elles ignorent complètement de quoi vous parlez. Donc il y a un gros travail à faire d'évangélisation, de dire ce que c'est, à quoi ça sert, et en quoi ça va aider les gens dans leur quotidien. Mais le fait de dire qu'il y a tout à faire, c'est aussi, et c'est ça le plus important, un gros plus pour vous qui vous intéressez au sujet. C'est un sujet pour tout le monde. Et si vous vous y mettez dès maintenant, c'est vraiment pour vous l'opportunité de vous dégager des nouveaux marchés. Contrôle global, supervision, maintenance à distance. On va faire un petit topo là-dessus. Contrôle global, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on a vu tout à l'heure, l'intérêt, c'est que vous puissiez, depuis un point
centrale, que ce soit votre téléphone, que ce soit votre tablette, votre ordinateur, peu importe, avoir le contrôle de l'ensemble de ces fonctionnalités qu'on a vues jusqu'à présent depuis ce point-là, de manière simple. Je précise bien de manière simple parce que c'est toujours la même chose. Rappelez-vous que l'un des intérêts, c'est de simplifier la vie des utilisateurs. Si, quand ils prennent leur smartphone pour éteindre une lumière, pour fermer un volet, ils sont obligés de faire 10 actions et qu'ils sont obligés d'avoir un post-it à côté pour noter les différentes actions qu'ils doivent faire, c'est pas la peine. C'est que votre truc, il est pas fait correctement. Donc le contrôle global, le contrôle à distance, c'est quelque chose qui est demandé par tous les clients à l'heure actuelle. Il n'y en a plus un qui veut une installation sans avoir un minimum de contrôle à distance. Le contrôle global va s'appliquer également dans tout ce qui est bâtiments tertiaires, bâtiments publics, bureaux, etc., dans lesquels vous allez avoir un vrai intérêt à avoir une gestion de tous les systèmes qui sont présents dans le bâtiment, comme avoir des infos sur la remontée de consommation. Tiens, pourquoi ce mois-ci j'ai consommé moins que le même mois l'année dernière, ou pourquoi j'ai consommé moins. Avertir pourquoi pas les utilisateurs en écran en leur disant voilà, consommation du mois, consommation de l'année, pour les sensibiliser. Quoi d'autre les informations sur l'alimentaire, les informations techniques dont on a parlé. Donc, si vous avez un problème sur un circuit qui part, qui doit être alerté sur le système. Donc là, on parle de gestion technique du bâtiment. La température, des différences éclairages, la couleur pour le ruban LED. Rien d'intensité de la LED, contrôle ainsi que vous voyez qu'en plus, dans l'interface, comme je vous précisais tout à l'heure, vous avez également tout ce qui concerne le multimédia, donc avec la musique. On va Oui, moi c'est Dietier Witsa, ingénieur des travaux en énergie renouvelable et électrotechnicien de base. Bon, ce que moi je voudrais savoir, c'est que je voulais savoir surtout au niveau de l'importance de la domotique. Déjà, je voulais savoir que vous appliquez la domotique sur un appartement, par exemple, comme ceci. Est-ce qu'il faudrait que l'installateur, celui qui met en exerce la domotique, ce soit lui qui réalise l'installation électrique de la pièce? Ou bien, si par exemple il trouve déjà une installation en place, est-ce qu'il viendra apporter une autre installation, ou alors il va se servir des plans de l'ancienne installation qui a été réalisée? Bon, merci. Alors, pour la première partie de la question, non, pas forcément. On n'est pas obligé de réaliser l'installation électrique pour être domoticien. Personnellement, je ne suis pas du tout électricien, ça n'empêche pas de faire ce métier. On distingue bien deux choses. Alors, c'est pas un domaine qui est bien défini en termes de métier. Il y a des domoticiens qui sont installateurs, qui font les deux. Il y en a d'autres qui, comme moi, ne font que de la programmation, de l'ingénierie, etc. Après, c'est chacun qui choisit ce qu'il veut. Moi, j'estime que mon métier
À la base, c'est l'informatique, c'est pas la domotique, c'est pas l'électricité. Et chacun son domaine. Je suis partenaire avec les installateurs et c'est très bien. Eux font leur partie, moi je fais la mienne, tout le monde s'entend, ça va bien. Après, s'il y en a certains qui veulent faire ça, en plus, avoir l'installation, libre à eux. Monsieur, je veux savoir si en ce moment il faudrait travailler en synergie avec un électricien automatiquement. Du vaut mieux. Sur la deuxième partie de la question, on peut installer sur l'existant, c'est possible. Technologie radio qui existe. Il faut bien savoir que la radio, ça restera toujours moins fiable que du filaire. C'est sûr et certain. Mais il y a moyen de faire avec la radio. Alors je ne vous dirais pas qu'on va écouter un hôtel en radio. À mon avis, ça serait dangereux. Mais des appartements, oui, sans problème. Sans problème. Bonsoir à tous. Moi, c'est Albert Solepan. Je vais d'abord commencer par demander si le système de surveillance, par exemple, pour un domicile, si je suis propriétaire d'une maison et que je suis appelé à me déplacer, je ne sais pas s'il y a une distance, une limite qui est ouverte par la domotique. Je ne sais pas si à toutes les distances, je pourrais toujours avoir accès aux informations. Alors, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème de... C'est mieux quand c'est sur votre... Donc, pour répondre au problème de distance, il n'y a pas de problème de distance dans la mesure où la station domotique elle est liée à votre accès Internet. Donc, je ne sais pas trop comment ça marche, l'accès Internet ici. En France, on a des box, voilà, on dit par les opérateurs. Le système domotique est relié à l'installation électrique puisqu'il est relié au réseau informatique de la maison. Donc, à partir du moment où c'est relié à Internet, partout où vous êtes dans le monde, à partir du moment où vous avez une connexion Internet, vous avez l'accès à l'installation. Alors ici, je suis en mode avion. Et si j'avais une connexion, je pourrais vous montrer que j'ai l'accès via une application directement à l'installation au bureau que je vous ai montré tout à l'heure. Il n'y a pas de problème de distance. Autre question ? Bonsoir. Moi, c'est Lesoga, ingénieur en génie civil. Tel que vous avez expliqué le motif, c'est très beau, c'est un thème, un domaine très intéressant. Tel que vous avez expliqué ce domaine, je constate personnellement qu'il est trop concentré il est plus concentré un peu dans le système informatique. Et dans un système d'installation de la domotique dans une maison, peut-être que vous l'avez expliqué, est concentré dans un serveur informatique. Pas du tout. On a une liaison avec l'informatique via le réseau, oui. Mais l'installation domotique n'est pas reliée à un serveur. C'est lié à la connexion Internet. Peut-être parce qu'on veut avoir un accès à distance, mais l'installation domotique en elle-même est un réseau à part qui lui est propre. Ok. Concernant ma préoccupation, dans ce domaine, je pense est-ce que la sécurité, on connaît légèrement comment les éléments informatiques sont traqués par les acteurs. Et de ma préoccupation, est-ce qu'un client particulièrement avec ce domaine dans sa business, est-ce qu'il est vraiment en sécurité quand il y a une installation particulière? Parce que nous connaissons comment les acteurs sont très forts dans les systèmes de sécurité informatique. Donc c'est un peu ça la préoccupation. Si dans le domaine de l'outil, il y a une particularité vraiment sécuritaire qui empêche d'entrer dans le système.
pirater le réseau domotique en soi, je dirais qu'on a au même titre que n'importe quoi, tout est piratable. Donc, les hackers arrivent à pirater les serveurs de la NASA ou je ne sais quoi, ils peuvent pirater à peu près ce qu'ils veulent. Donc, c'est pas la maison de monsieur et madame Michu à l'angle de la rue qui va changer quelque chose. On a des moyens de sécuriser, oui. La première sécurité, c'est de dire que, effectivement, le système domotique est un réseau à part de réseau informatique. C'est pour ça que je désapprouve complètement de baser une installation sur des objets connectés qui, par définition, sont toujours connectés au réseau Wi-Fi et donc au réseau Internet. Donc il y a potentiellement toujours des failles de sécurité là-dessus. Un réseau domotique fait correctement, il est à part. Donc ça veut dire que si je le débranche de l'Internet, il est complètement isolé, j'ai plus aucun problème de sécurité vis-à-vis de l'extérieur. Le seul point faible qu'il peut y avoir, c'est effectivement si je suis branché Internet. Si je veux avoir un accès à l'extérieur, il faut absolument que je sois branché. Et c'est là qu'il faut sécuriser la chose. C'est là qu'il y a une notion de sécurisation des réseaux qui est importante. Maintenant, il faut bien se mettre dans la tête qu'il n'y a aucun système qui est fiable à 100%. Donc, le risque zéro n'existe pas. Voilà, je vais être très clair avec vous. De toute façon, si je vous disais le contraire, je vous mentirais. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ma question, c'est par rapport à la formation. J'aimerais savoir quelles sont les modalités de formation. Est-ce qu'il faut avoir un niveau de base requis pour pouvoir avoir cette formation? C'est une question qui revient souvent. Et bon, je vais vous rassurer tous, il n'y a pas de prérequis particulier. Effectivement, il y a une petite partie d'informatique dans la formation, vous vous doutez bien, parce que faire une programmation. Alors là aussi, sur la notion de programmation, je vais vous rassurer, c'est pas une programmation dans laquelle il faut taper du code, hein, vous n'avez pas besoin de maîtriser le C ou je ne sais quoi pour faire de la domotique. Ce qu'on appelle programmation, c'est plus une configuration. C'est cliquer, déposer entre des objets. Voilà, si vous savez vous servir d'une souris, vous savez faire. Au niveau des prérequis, il n'y a rien de particulier dans la mesure où moi j'ai formé toutes sortes de personnes, des gens qui étaient vraiment ouvriers de base et qui avaient très peu de connaissances, jusqu'à des ingénieurs, etc. Franchement, tout est passé. Il y a des concepts qu'ils ne connaissent pas, on les explique. J'ai jamais eu de problème de personnes qui se rataient dans ce domaine-là. C'est sûr qu'il faut prendre le temps. C'est sûr que ces gens-là, s'ils ont moins de base, ils auront besoin de plus d'efforts pour y arriver. Mais à partir du moment où on a la motivation, franchement, même des gens qui au début de la formation je voyais qu'ils avaient un niveau très faible, parce que ça peut arriver, des gens qui s'intéressent au sujet et qui n'ont pas été beaucoup à l'école, ils se sont accrochés, et au final, j'ai passé des heures avec eux, et ils ont fini par y arriver. Il n'y a pas de raison, très franchement. Bonsoir. Moi, c'est les produits de l'Université, je viens informaticien. Je veux juste savoir, est-ce qu'on peut vendre des produits TNX sans avoir suivi une formation? Première question. Deuxième, quel est l'avantage qu'apporte TNX par rapport à AMX? Est-ce qu'ils sont des leaders sur le marché, des à distance? Alors, il n'y a pas besoin de formation TNX ou de certification pour acheter des produits. Il suffit de s'adresser aux fabricants. Il est conseillé de faire la formation pour maîtriser la programmation, bien évidemment. Sur la deuxième partie de la question, c'était quoi déjà, rappelez-moi? Est-ce que si quelqu'un a une formation sur AMX ou Crestron, est-ce que parce qu'il avait plus de difficultés à maîtriser AMX? Non. Il n'y aura pas de difficulté. C'est une autre façon de concevoir la programmation entre AMX et Crestron qui sont plus ou moins similaires, et KNX qui est un petit peu différent. Bon, si tu fais du Crestron, il est capable d'assimiler le KNX sans aucun problème. Voilà, tout simplement. Après, pourquoi s'intéresser à l'un plus qu'à l'autre? C'est pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure. Crestron, c'est très bien. AMX, c'est très bien, ça permet de faire beaucoup de choses. C'est pas mal fiable. Moi, le seul truc que je leur reproche, c'est ce qu'on appelle des protocoles propriétaires, c'est-à-dire que Crestron, en dehors de Crestron, vous en trouvez nulle part ailleurs.
Simplement. Moi, demain, je fais une installation qui est basée par exemple sur le HDR et que j'ai une panne, il y a un produit qui tombe en panne pour une raison ou l'autre. J'ai pas de HDR en stock, par contre, j'ai un AGR ou un je ne sais quoi. Et je le mets à la place, ça marchera. Chose que je ne peux pas faire avec une test. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, d'accord? C'est un système qui a fait ses preuves. Et il a ce petit défaut-là. Voilà pourquoi je ne base pas mes installations sur des protocoles propriétaires. Mais c'est un choix personnel. Ok, et concernant les produits, est-ce qu'ils sont vraiment adaptés pour la terme de coût et de compatibilité, le climat, le climat, par exemple? J'ai pas suivi la totalité de la question. Je vous ai dit, est-ce que vous avez fait une étude du marché pour savoir si les produits KNX sont abordables pour l'Afrique en termes de coût par rapport à d'autres marques? Alors, l'avantage en KNX, c'est qu'on a une grosse gamme de produits. Alors, adapté en termes de coût, tout est relatif. Hein. Même en France, où le niveau de vie est plus élevé, entre guillemets, où les gens ont des revenus qui sont plus élevés, c'est pas pour autant qu'on équipe tout le monde. Maintenant, entre un fabricant et l'autre, vous avez des prix qui peuvent varier grandement. Donc, si on va chercher chez les fabricants en particulier, on peut diviser le prix de l'installation par 3. Après, est-ce que ça sera accessible à tout le monde? Je vous dis clairement, non. Voilà, ceux qui disent que la domotique doit être accessible à tout le monde, je suis 100% d'accord, parce que ça doit faciliter la vie de tout le monde, mais tout le monde n'a pas les moyens de le faire. Voilà, je vais être très clair avec vous. Dernière question, c'est, bon, j'ai travaillé depuis que tu m'as des équipements qui utilisent le protocole Z-Wave. Est-ce que le KNX intègre ce protocole dans le déploiement par exemple? On peut effectivement intégrer Z-Wave avec KNX dans la mesure où il existe des passerelles. Il n'y a aucun problème. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques là-dedans. Mais voilà, Z-Wave au même titre que KNX est un protocole multifabricant, donc aucun problème. Soit, puis Yannick Cueté de SADET. Bon, supposons que j'ai la formation, j'ai le matériel, le logiciel, est-ce qu'il est gratuit, est-ce qu'on l'achète, est-ce qu'il est limité à un certain nombre d'utilisations? Alors le logiciel, il est payant. À payer directement un KNX association à Bruxelles. Il n'est pas limité. C'est-à-dire que vous pouvez faire autant d'installations que vous voulez avec. La seule limite qu'il y a, c'est la limite du nombre de produits qu'il y a dans une installation. Cette limite, elle est de 65 000 produits environ. Voilà, si vous arrivez à mettre 65 000 produits au bout d'un moment, vous serez obligé de créer un nouveau projet pour ajouter des nouveaux produits. Bon, j'ai jamais entendu quelqu'un qui soit arrivé à la limite des 65 000 produits. Voilà. En gros, c'est ça les seules limitations. Quoi? Alors ça dépend des modules. Je vais laisser Victor en parler parce que c'est lui qui c'est cette partie-là. C'est pour la question concernant le coût de la formation. En fait, nous essayons d'adapter la formation avec notre environnement. En France, par exemple, oui, fait la formation de certification KNX de base coûte 2 500 €. Au Cameroun, nous avons essayé de mettre à 1000, mais il y a des difficultés. Et je pense que ces difficultés sont dues au fait que beaucoup ne connaissent pas ce que c'est que la domotique. Et le plus souvent, ils disent que le contenu est faible par rapport à 1000 €, le nombre de jours aussi. Mais je pense que tous ceux qui ont fait des certifications au Cameroun, comme le PLP et autres, savent qu'on ne prend pas plus de 4 à 6 jours. Ça coûte extrêmement plus cher que 1000 €. Si vous voulez faire une certification PLP, entre guillemets. Pour le moment, nous essayons encore de trouver comment adapter, soit de faire des petits modules progressivement pour qu'on puisse adapter. Parce que le problème n'est pas forcément 1000 €, mais c'est de sortir de 1000 € une seule fois. Si on peut faire des petits modules progressivement pour permettre aux gens d'acquérir des compétences en fonction de leurs moyens, je pense que ça pourra aller.
C'est pour cette raison qu'on vous demande aussi de remplir ces formulaires et on pourra échanger après pour trouver un compromis. C'est question de cahier de base, c'est 4 jours. Ce n'est pas nous qui définissons le nombre de jours ni le contenu. Mais par contre, oui. L'une des difficultés, c'est qu'il est pour le moment le seul formateur dans l'Afrique centrale. En fait, nous connaissons dans l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. On en trouve en Afrique du Nord comme au Maroc récemment. On doit le déplacer pour faire une certification. Vous comprenez qu'il faut penser à cela pour définir le coût de la formation. Du coup, il y a des paramètres. Comme je disais tantôt, on essaie de créer des petits modules. D'ici quelques jours, quelques semaines, on va essayer d'adapter des modules pour permettre d'acquérir les compétences progressivement. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut, avant de se lancer dans une formation en domotique déjà, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut fiabiliser ces applications de domotique dans notre contexte au Cameroun, en sachant qu'on est régulièrement victime de coupures intempestives d'électricité. C'est une question qui revient régulièrement. On n'a pas de solution face aux coupures de courant. Malheureusement. La seule solution, je vais vous dire, c'est un super projet, mais ce n'est pas une solution. La meilleure solution, c'est de réduire les consommations pour éviter justement les coupures. Ceci dit, les coupures n'influent pas sur le fonctionnement du système, je veux dire, ça ne va pas abîmer le système. Même si vous avez des coupures, etc., ça n'abîmera rien. Par contre, le système domotique, physiquement, sur les coupures d'électricité, il ne pourra rien faire pour vous. Parce qu'à la base, ce qui génère son fonctionnement, c'est l'électricité. Donc si on n'a plus, ça devient compliqué. Donc là-dessus, à moins que toutes les habitations, tous les bâtiments soient équipés et qu'effectivement on ait une réduction significative de la consommation énergétique, là oui, on aura potentiellement moins de délestage. Mais c'est malheureusement les conditions. Pour qu'on ait une installation électrique, une installation domotique qui fonctionne, il faut qu'on ait une installation électrique qui fonctionne aussi. Bonsoir. Je vais revenir sur la question de la dame. Parce que je pense que la domotique, on ne peut pas la mettre en place sans un système de smart grid. Okay. Donc, il faudrait d'abord essayer de voir nos fournisseurs d'énergie et voir avec eux comment on peut essayer de mettre le système de smart grid en place afin de voir à notre niveau comment on peut mettre la domotique. Je suis complètement d'accord. Effectivement, les smart grids vont permettre à l'avenir, quand ils seront déployés, de gérer ces histoires de délestage qui vous enquiquinent la vie à longueur d'année. Je suis complètement d'accord avec vous. Malheureusement, c'est pas encore en place. Je ne sais pas quand est-ce que ça sera mis en place d'ailleurs dans votre pays, j'en ai aucune idée. Mais je veux dire une chose quand même qui est importante, parce qu'on a rencontré une personne du ministère à Yaoundé cette semaine avec Victor, qui nous a dit que la volonté de l'État, c'était effectivement de réduire ses consommations d'énergie, qui au niveau des ministères, ça leur coûte énormément. Donc ils veulent mettre l'accent là-dessus, il y a une volonté politique à ce niveau-là. Après, c'est à chacun d'interpeller ses élus locaux et de dire « Oh, il faut peut-être qu'on fasse quelque chose à ce niveau-là ». En plus, c'est en pleine période électorale, donc c'est le bon moment. Profitez-en. Mais je suis d'accord, il y a un gros effort à faire en amont sur la production d'énergie. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut attendre que ça soit déployé pour mettre en place des installations domotiques? Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Parce que vous priverez d'opportunités qui existent déjà.
simplement. Et 100% d'accord avec vous, les smart grids, c'est ce qui vous permettra entre autres de gérer ces choses-là. Bonsoir. C'est Nanga. J'ai une question très simple. Déjà, vous avez dit là, vous posez la question comment devenir professionnel. Et vous avez répondu comment il faut se former. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut se former en SPE ou encore quels sont les niveaux dans lesquels on peut se former. Un exemple simple. Tout ce système passe par l'Internet. Donc, un enfant peut-être qui est intéressé, qui a eu son BPC, c'est un exemple, je ne vais pas dire que c'est mon cas. Qui a eu son BPC, il est intéressé à cette formation. Comment est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut vraiment se former ou alors il va lui falloir atteindre le baccalauréat? Pas du tout. Pas du tout. Je vais vous expliquer très brièvement mon parcours pour vous donner une idée. C'est ce que je répète souvent aux stagiaires qui sont en formation. Ils disent ah ouais, mais toi, t'es à un haut niveau, c'est normal que tu y arrives. Alors, je vais tous vous rassurer. Et je vais vous expliquer mon parcours, vous allez comprendre pourquoi c'est accessible à tout le monde. Moi, j'ai fait un bac. À l'origine, c'était un bac pour me lancer dans le métier des analyses de laboratoire. D'accord? Donc, analyse de sang, etc. J'étais dans la biologie, pas du tout dans ce domaine. Donc, absolument rien à voir. Après le bac, j'ai arrêté, parce que les études me gonflaient. Et j'ai fait de la formation professionnelle. J'étais dans un organisme qu'on appelle la FAV, la formation professionnelle des adultes. J'ai passé 1 an là-dedans à faire un niveau 6, donc c'était un niveau bac aussi, de technicien de maintenance informatique, et c'est tout. Après, tout le reste, ça a été de la formation pro. J'ai fait ma certification CALIX. Inutile de vous dire qu'en premier chantier, j'ai galéré, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de soutien de part des fabricants, on était obligé de se débrouiller. Je n'avais aucune notion d'électricité, alors absolument aucune. Et voilà, ça fait 15 ans. J'ai appris des choses, et puis je me suis fait au fur et à mesure. Voilà, pour vous dire que, à la base, j'étais vraiment pas dans le domaine. Donc, ceux qui n'ont aucune compétence particulière dans le domaine, ne vous inquiétez pas, c'est accessible à tout le monde. Il suffit de s'en donner les moyens. Bonsoir. Ma question revient à Christophe sur son retour d'expérience. Vous avez dit, vous avez eu votre inconvénient du système domotique en bâtiment. En Chine, il y a eu un piratage du système. Donc, je voulais savoir, selon votre expérience dans le domaine, si c'est quels sont les principaux inconvénients sur le système domotique en bâtiment. On ne peut pas se mettre le piratage, puis on sait que c'est un système électronique. Est-ce qu'il arrive généralement sur vos expériences que le système a eu à planter, il y a eu certains. Alors, piratage, c'est arrivé une fois, et la raison était que l'intégrateur avait mal fait son boulot. Pareil, je ne vais pas rentrer dans des considérations techniques, mais il avait mélangé le réseau Wi-Fi des clients d'hôtel avec le réseau Wi-Fi sur lequel était branchée toute la gestion technique du bâtiment. Voilà le genre d'erreur à ne pas faire. Après retour d'expérience, sur la fiabilité, sur une quarantaine d'installations réalisées jusqu'à ce jour, les seuls problèmes que j'ai eu de retour produit en KNX, c'est sur des installations dans lesquelles on a eu la foudre qui est tombée juste à côté. J'habite dans une région où on a beaucoup de foudre, notamment au mois d'août. Et quand vous avez la foudre qui tombe à 50 mètres d'une habitation, vous avez beau avoir tous les parapluies que vous voulez, il y a tout qui dégage. Et dans ce cas, oui, effectivement, on avait l'alimentation du KNX qui potentiellement grillait. Et c'est à peu près les seules choses que j'ai pu avoir. En gros, sur l'ensemble des installations que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai dû avoir 10 produits retournés.
parce qu'ils avaient subi un shoot, parce qu'ils s'étaient pris, ou parce qu'ils avaient un problème, parce qu'il y en a qui, ça arrive qu'il y en a qui sortent d'ici et qui soient défectueux, hein, mais d'une manière générale, ça peut faire. Bonsoir, c'est bien maintenant, je suis plombier. La question, vous avez parlé de l'aspect écologique de la domotique, notamment dans les ministères, l'aspect écologique. Dans mon domaine, je vais parler des robinets qu'on laisse généralement ouverts. Je voulais savoir l'avantage que peut nous apporter la domotique, notamment en plomberie, et savoir si la formation tient compte des corps de métier, des différents corps de métier. Alors, première partie, oui, c'est bon, on peut. J'ai évoqué l'exemple tout à l'heure d'un détecteur de fréquence. On peut détecter plus personne, plus arriver d'eau. Ça vous évite d'avoir des robinets qui restent allumés pour rien. Dans les espaces publics, ça peut se faire très facilement. Après, est-ce que vous pouvez préciser la deuxième partie de la question? La deuxième partie de la question, c'est savoir si la formation qui va être faite ici, est-ce que ça tient compte des différents corps de métier, notamment la plomberie? Est-ce qu'on va mettre l'accent, si je vais faire la formation en tant que plombier, est-ce que la formation en informatique va être dans mon domaine? Si moi, plombier, je vais faire la formation. Je dirais que non, parce que ça veut dire que sinon il faut qu'on fasse une formation sur mesure pour les plombiers. Donc on a un programme qui est fixé. Si les gens s'inscrivent, c'est qu'ils ont pris connaissance du programme qui les intéresse. Si on arrive à faire ce programme dans les temps et qu'il nous reste du temps, en général on déborde et on va sur d'autres thématiques qui peuvent vous intéresser. Et la seule façon d'avoir une formation qui répond précisément à vos besoins, c'est une formation sur mesure. Il n'y a pas le choix. Je voudrais remonter quelque chose à sa question. Dans la stratégie de module dont nous voulons développer, on pourra adapter un module qui sera fait uniquement pour le plombier. Le système de récupération d'eau, de bain, ou de fermeture de vanne en cas de Covid, ainsi de suite. On va trouver ça. Bonsoir, c'est Black Top, en maintenance industrielle. Je voudrais savoir s'il y avait les produits KMI qui sont possibles à laquelle prochainement une tension et hautes tensions. Qu'est-ce que vous appelez haute tension? Par exemple, directement attaquer les transformateurs de production, les hauts, les groupes de haute puissance, les productions, centrales de production. Alors, je dirais dans l'absolu, oui, il faudra juste relayer en puissance derrière. Parce qu'à l'heure actuelle, on a des produits KNX qui sont calibrés pour du 16, voire 20 ou 25 ampères maximum. Si on va aller au-delà, il faut Parce que si nous consommons ce dont nous avons besoin, parce que c'est ça la domotique, l'autorégulation, consommer ce dont nous avons besoin dans le confort et la sécurité. On ne demande pas d'éteindre pour économiser. Consommer ce dont nous avons besoin. Un titre de Cameroun Tribune qui date de pas très longtemps fait état de ce que l'État a souscrit pour 42 milliards en électricité, alors qu'il avait besoin uniquement de 11. Ça veut dire que l'État consomme 71% de plus, avec à souscrire pour 71% de plus qu'il ne fallait. Et du coup, ces 71% sont consommés gratuitement. Raison pour laquelle nous voyons tous ces délestages au quotidien. Il y a des entreprises qui consomment plus de 50% de la production de certains barrages, parce qu'il y a des négligences à tout niveau. Donc, je pense que si vous êtes chercheur d'emploi, entrepreneur, et que vous pouvez vous lancer dans ce domaine, vous allez forcément trouver des marchés. À la conférence de Yaoundé, il y a 2 jours, au Minepat, parce que le Minepat nous a accordé une salle gratuitement, compte tenu de l'enjeu de cet événement ou du thème. Nous avons rencontré plusieurs qui sont déjà intégrateurs de motifs et qui ont suffisamment de marché. Et à côté, on avait d'autres qui posaient la question de savoir est-ce que nous avons étudié le marché pour venir proposer la domotique. Non, il faut aller chercher pour trouver. Il y a déjà des intégrateurs qui donnent le marché.
il y a des surconsommations, nous consommons plus que ce dont nous avons besoin. Et si chacun consommait ce dont il avait besoin, on réduirait suffisamment des problèmes de désastre, des manques d'eau, un peu de partout. Donc c'est une opportunité pour tout le monde, pour ceux qui veulent vivre aussi dans le confort, la sécurité, pour ceux qui font dans le photovoltaïque aussi, l'optimisation, ainsi de suite. Donc je pense que vous soyez de quel corps de métier, architecte, ingénieur de génie civil, ingénieur électrique, autre cabinet, bureau d'études, c'est une opportunité à saisir et je pense que c'est l'occasion de la saisir. On va passer aux questions. Je vous invite vraiment à remplir les formulaires parce qu'ils vont nous permettre aussi de vous aider. Merci. Bonsoir, Landry Kelly, je représente Meditech. En face d'un client ou d'un prospect qui va nous dire si je n'ai pas l'accès à Internet, comment est-ce que je contrôle mon système à distance? Si je n'ai pas l'électricité, comment est-ce que je jouis de tous les bénéfices de la domotique, de tout le luxe que la domotique m'offre? Si je n'ai pas des protections, comment est-ce que j'évite que la foudre dont vous avez fait allusion tout à l'heure détruise tout mon investissement? Alors, nous sommes professionnels des solutions sur le solaire, le photovoltaïque et les énergies renouvelables. Pourquoi ne pas mettre à la base de cette offre une solution qui permettrait à chaque prospect ou à chaque client d'avoir une source d'énergie renouvelable qui ne lui rendrait plus dépendant d'un système qui ne fonctionne pas, et néo. Donc, pour moi, la proposition serait d'adjoindre cet élément à l'argumentaire de vente et Meditech s'accompagnerait aisément à ces différentes propositions. Merci beaucoup. Alors, merci de cette suggestion qui est très intéressante, sur laquelle je vais rebondir d'ailleurs. Effectivement, si la coupure d'Internet, coupure d'électricité, de toute façon, c'est physique. Je l'évoquais tout à l'heure, on peut rien faire. Hein. Malheureusement, alors sur la coupure Internet, vous pouvez également prendre un routeur avec une carte 3G, et si vous n'avez plus d'Internet, ça bascule sur la 3G et vous avez toujours la connexion sur la partie électrique. À moins, effectivement, d'utiliser les énergies renouvelables comme source d'appoint. Et là, du coup, ça me fait penser à ce que fait notre partenaire en Guinée, qui est, comme vous, spécialiste de tout ce qui est énergie renouvelable photovoltaïque. Dans toutes ces installations, il prévoit une installation photovoltaïque pour que si jamais il y a une coupure, il y ait le relais qui soit assuré. Donc effectivement, c'est une idée très intéressante. En tout cas, pour le contexte local de l'Afrique, où vous subissez justement ces coupures. Oui. Moi, j'ai 3 questions à poser. Déjà, la première question que j'aimerais poser, c'est quelle est la nature de la formation? Est-ce que c'est une formation purement théorique ou est-ce que c'est une formation théorique et pratique? Okay. Alors, je vais répondre une par une, si vous voulez, ça m'évite de tout mémoriser. Alors, c'est une formation théorique et pratique. Comme je disais tout à l'heure, on a une partie théorique pour bien comprendre comment fonctionne le système, et on a un minimum de 50% de pratique dans toutes les formations. D'accord. La seconde question que j'aimerais poser, c'est quelle est la portée de l'attestation décrite à la fin de la formation? Est-ce que c'est une attestation reconnue de façon internationale ou est-ce que c'est juste au Cameroun? La certification CAIX que vous passez, elle est effectivement reconnue au niveau international. C'est-à-dire que c'est le même contenu de formation, c'est le même examen qui est passé dans tous les pays du monde. Dans tous les centres de formation qui sont certifiés CAIX. Donc là, il n'y a aucun souci à vous faire. La certification que vous passez ici, elle a une valeur partout ailleurs. Bon, à la fin de la formation, est-ce qu'on bénéficie d'une entreprise ou d'un placement dans une entreprise? Ou bien est-ce qu'après on doit encore se chercher? Alors, ça m'arrive comme genre de question. Là-dessus, je ne peux pas me placer moi parce que je ne suis pas le meilleur conseiller. C'est une bonne question. Je vais essayer, Victor. Je te laisse le plat chaud. C'est une question très difficile à répondre. Oui. Mais je me dis que se mettre déjà les barrières de dire après on va aller. Parce que négocier quand même
1000 euros, disons, entre guillemets, pour faire une certification, pour aller chercher le travail, pour moi, c'est de plus en plus difficile à mettre. Je pense, à mon humble avis, que vous pouvez vous lancer avec les opportunités, le marché qui est ouvert, vous allez vous en sortir. Dit que j'y vais vous trouver un travail où vous faites des placements dans les entreprises. Il y en a des entreprises qui en ont besoin. C'est vrai qu'on en a rencontré plusieurs avec qui on discute pour former leur personnel. Peut-être que si vous êtes déjà certifié, ces entreprises devraient vous recruter que de former encore le personnel. Après, pour être tout à fait honnête avec vous, mon expérience personnelle sur la France, c'est que j'ai des stagiaires qui me demandent ça aussi de temps en temps. Il y a des entreprises qui recrutent, c'est en général des grosses entreprises qui sont dans l'élec, qui font des grandes installations élec sur des grands bâtiments, qui ont besoin de personnel attitré à ce genre de choses. Mais les petites entreprises qui font des petites installations domotiques, en général, ils se contentent de faire le travail eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas assez de volume d'affaires pour se permettre d'avoir des techniques. Ce qui est valable sur la France est à mon avis valable à plus forte raison ici. Bonsoir. Moi, c'est M. Pierre Mepou. Et j'ai avec intérêt à travers sur la domotique. Chez nous, on a le problème d'électricité. Mais déjà. Le problème de. J'ai pas compris. On a le problème d'électricité. Bon, ça fait peu de temps, nous avons commencé à apporter des solutions. On a ici, actuellement, on expérimente actuellement des kits anti-gougou ici, qui fonctionnent très bien. C'est-à-dire, le kit anti-gougou, c'est un élément constitué d'un onduleur hybride qui prend l'éolien, qui prend le soleil, qui prend les batteries avec une sortie précise et qui fonctionne soit lorsque ça fonctionne, lorsqu'on a un NIO, il fonctionne en générateur et lorsqu'on coupe, il passe les batteries, passe aux batteries. Tout à l'heure, mon frère qui parlait du système solaire, lorsqu'on regarde les coûts, le solaire est bien pour une zone, il n'y a pas d'énergie. Parce que si on le met à installer ici, les coûts seront assez élevés. Alors, le kit anti-coupure, pour moi, est la solution pour accompagner ce genre de projet. Parce que les coupures chez nous, plus on est de 30, 10 minutes, vraiment à 6 heures, 7 heures, 12 heures parfois. Oui, et parfois même des journées tout entières. Mais lorsque vous travaillez en partenariat avec l'opérateur qui est Eneo, le plus souvent, les coupures longues ou des pannes sont annoncées sur le réseau. Oui. Donc c'est très important aussi de travailler en synergie avec l'opérateur. En même temps, il faut avoir des solutions très économiques parce que le pouvoir d'achat aussi n'est pas élevé. Vous le voir, vous le constatez avec le temps. Donc c'est une très bonne opportunité d'avoir la domotique en termes de sécurité, en termes de tout ce que ça comporte, la fonctionnalité, le confort. Oui, mais c'est très intéressant. Je vous remercie. C'est moi. Merci pour votre commentaire. Merci pour les propositions. Nous sommes aussi là pour le travail en synergie, comme vous disiez tantôt, la collaboration et toutes les propositions. On va discuter ensemble après. Veuillez juste remplir les formulaires. Merci. Bonsoir. Désolé déjà, je ne peux pas assister depuis le début. On voudrait savoir si il y a une proposition ou alors si vous avez des matériels spécifiques pour fabriquer vous-même. On n'a pas de matériel qu'on développe nous-mêmes. Ceci dit, c'est possible, hein, mais c'est pas tout ce qui est nécessaire pour le développement de produits. C'est simplement qu'on l'a pas fait parce que c'est des coûts de développement et puis personnellement c'est pas mon domaine d'activité. Calix en soi c'est un protocole de communication et sur la base de ce protocole de communication il y a des fabricants qui ont développé des produits. Voilà ce que c'est à la base. J'aimerais savoir aussi s'il y a déjà une Siemens. Je dis, j'aimerais savoir s'il y a une supplie un système GTC basé sur Siemens, notamment avec des CIPO, des MCC. Et j'aimerais switcher à
qui utilise le protocole KNX, est-ce que je dois changer intégralement ces Siemens? Je dirais que ça dépend comment l'installation est faite. Là, c'est une partie technique qu'il faut analyser. Dans l'absolu, oui. Il y a également des équipements Siemens qui sont KNX d'origine. Des fois, on n'en a pas conscience, mais c'est le cas. Sinon, il y a des produits qui permettent de faire le lien entre le Siemens et le KNX. Donc, il peut y avoir des solutions, mais il faut étudier directement le projet. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais contribuer. Je ne vous entends pas bien. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler plus près du micro? Oui, je m'entends très mal. je disais qu'il faut que nous tous ayons en tête que lorsqu'on parle de smart, ça veut dire intelligent, et comme c'est smart building, ça veut dire une maison intelligente. Lorsqu'on parle de smart en termes techniques et informatiques, ça veut dire aussi on pense aux sources d'alimentation, aux moyens de contrôle et de sécurité. Déjà, beaucoup de mes frères ont déjà parlé, nous avons un problème assez grand qui est d'énergie électrique qui n'est pas stable. Il part aérien, il joue à l'interrupteur. Donc ça veut dire votre solution, elle est bien, mais je crois qu'il va avoir un peu de mal à se vendre parce que la sous-énergie principale n'étant pas stable, si quelqu'un doit le prendre, il doit penser aux sources d'énergie alternatives qui seront soit énergie solaire, soit onduleur et soit énergie fossile. Ça veut dire, pour que un smart system marche effectivement, il faut qu'il n'y ait pas il n'y a pas de problème de coupure constant, parce que la mémoire souvent, parce que le jeu est parti pendant un temps X, il se déprogramme. Et après, il faut reprogrammer pour que ça marche. Je le dis parce que dans les usines où moi je travaille depuis des salons, on a ce problème. Alors de temps en temps, on doit faire venir l'entreprise pour faire la reprogrammation. Je ne sais pas si votre système, vous avez pensé à ça. Si vous n'avez pas pensé à ça, pensez, parce que c'est important. Alors, moi je ne conçois pas le système. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça ne se déprogramme pas. Alors ça, c'est garanti 100%. C'est coupure de courant ou pas, c'est fixé, c'est enregistré dans le microcontrôleur. Il n'y a aucune chance. Le seul moyen de le déprogrammer, c'est de le vouloir. C'est de passer par le logiciel et de dire je veux déprogrammer le produit. En dehors de ça, il y a très peu de chances que ça arrive. Donc, après, pour répondre à l'autre partie de votre commentaire, en disant, je pense que dire que le fait que le réseau électrique ne soit pas constant et fiable, ça ne doit pas empêcher de développer des solutions alternatives. C'est tout pareil. Si on attend que son voisin fasse l'effort de balayer devant son entrée, pour le faire nous, on le fera jamais. Donc je pense qu'il faut être proactif. Si on veut que les choses se développent, il faut être proactif et dire, nous les solutions on les met en place. Après, si derrière ça ne suit pas, ça finira par suivre parce que c'est nous qui sommes prescripteurs de ce genre de choses et on va aller de l'avant. Et c'est toujours pareil, si on attend après les autres pour faire les choses, on n'y arrivera jamais. Et je pense qu'il faut vraiment être... vous avez l'opportunité d'être plus dans ce domaine. Donc il faut y aller, quoi. Je n'avais pas fini, mais il fallait que je vous laisse parler. J'étais en train de dire, je ne dis pas ça peut-être pour vous décourager, non. Je vous le dis parce que je connais le marché camerounais. Je suis superviseur électrique et lorsque nous travaillons, on constate beaucoup de problèmes. Au Cameroun, on dit qu'il n'y a pas assez d'énergie. Nous produisons beaucoup, mais nous gaspillons. C'est pourquoi nous avons des pénuries. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas assez, nous avons assez. Nous produisons même beaucoup, mais nous gaspillons. Alors,
pour vraiment avoir un bâtiment smart, comme vous le dites, il faut vraiment, il faut tirer à sonner la langue, il faut vraiment être professionnel et rester dans l'éthique. Faire une installation électrique respectant même jusqu'au câblage et type de section des câbles que vous allez utiliser. Parce que nous parlons, on pose des questions, pour moi, on ne pose pas les vraies questions. Il faut vraiment être professionnel pour arriver à travailler dans un truc pareil. Il faut connaître ce que vous faites. Vous devez être un professionnel vraiment calé et que vous suivez au moins l'éthique et la déontologie du métier. Sinon, vous n'allez pas faire le faire. Ça, c'est ma contribution. Maintenant, ma question, c'est ceci. La certification que vous faites, elle a une durée de combien de temps? 4 jours. La certification, 4 jours de la formation, lorsqu'on a la certification, elle a une durée de vie de combien de temps? La certification est valable à vie, il n'y a pas de durée définie. C'est bon, la certification n'a pas. Oui, si je voudrais remonter quelque chose, c'est nous vous accompagnons, professionnels du photovoltaïque, à aider vos clients à optimiser le système. Parce que si vous avez dimensionné un système photovoltaïque peut-être pour 4 heures de temps, et que l'enfant doit allumer X ou Y, laisser un climatiseur alors que la fenêtre est ouverte, vous allez que ça ne va plus fonctionner. Le système domotique vient derrière appuyer le système photovoltaïque que vous installez. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non. Je ne veux pas non plus prendre trop de votre temps. Je sais que c'est beaucoup à dire. Mais... Bonsoir. Je voudrais savoir si le logiciel est modulable. Modulable comment? Modulable, c'est-à-dire, par exemple, moi étant dans le jeu particulièrement en structure, si peut-être je peux ajouter une option peut-être de manière à capter par exemple le taux d'humidité dans la salle, que le logiciel peut me signaler peut-être l'attention, l'humidité peut-être telle ligne, tel endroit, en fonction des différentes applications, par exemple, les Alors, vous parlez du logiciel qui permet de superviser l'installation, c'est ça? Dans la mesure où on a des capteurs qui permettent de le mesurer, oui, pas de problème. J'aimerais un peu apporter une petite contribution. Notamment, j'ai suivi les différentes interventions ici. Je tiens déjà à dire que nous faisons les installations KNX au Cameroun. Il y en a eu plusieurs, nous avons eu à intégrer et ça marche très bien, quoi. Notamment, nous accueillons très bien qu'il y ait ce centre de formation parce que je pense que nous allons sûrement prendre quelques personnes qui vont sortir de là. Ça veut dire que vous faites déjà des installations KNX? Certifié KNX. D'accord. Vous n'avez pas fait de formation, vous faites des installations? On fait des installations, on est intégrateur, on ne fait pas la formation. D'accord. Ça veut donc dire que, quand je vous disais que c'est abordable par tout le monde, ça veut dire que vous avez appris par vous-même? Disons que non, j'ai fait la certification. Ah, d'accord, ok. La certification. Ok. Donc, en fait, il y a eu le problème, par exemple, par rapport à l'énergie. C'est vrai que le problème énergétique au Cameroun, c'est un vrai problème. Mais par contre, on a parlé des onduleurs, on a parlé d'autres solutions. On a également, par exemple, dans les banques avec lesquelles nous travaillons, là, par exemple, la fourniture d'énergie est continue puisqu'il faut, par exemple, alimenter les gaps, les différents serveurs, les différentes cartes. Si quelqu'un est aux États-Unis, s'il veut tirer son compte, par exemple, ici, il faut bien qu'il y ait une alimentation continue. C'est vrai que ça coûte cher, hein, ça on n'en discute pas, mais en fait, il existe bien un nombre de solutions d'alimentation continue qui est sur le marché, quoi. Donc, en fait, il y a beaucoup de scepticisme. Je vais vous dire que quand nous avons commencé, il y a 5 ans, c'était très difficile. Mais de plus en plus, quand les différents clients voient ce que nous réalisons, tout ce que nous pouvons apporter en termes de confort,
sécurité, économie d'énergie, qui sont franchement très intéressés. C'était une petite contribution. Merci. Je suis bien content de rencontrer quelqu'un qui a déjà fait des installations. Ça me fait plaisir parce que ça veut dire qu'il y a un marché, vous avez la preuve en direct. Et en plus, quelqu'un qui vient appuyer ce que j'ai dit, dans le sens où, effectivement, c'est très fiable. Donc, c'est pas très à dire. Merci pour ce commentaire. Bonsoir. Moi, c'est Marcel Moukou, je représente l'entreprise Domoticom. Domoticom qui veut dire domotique. Comme on a si bien dit, les autres ont si bien, nous avons ce problème d'énergie au Cameroun. Mais nous savons aussi très bien que ceux qui aspirent à faire une installation domotique prévoient des installations photovoltaïques et autres. Nous ne pouvons pas vraiment, les clients n'arrivent pas vraiment à entrer en possession de ce système parce que déjà, c'est